Hello la team bien-être, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur SOS Docteur TV pour faire le plan d'énergie dans la bonne humeur. J'espère que vous êtes d'attaque pour cette journée qui s'offre à nous. On est très ravis de vous retrouver. Bonjour ici, comment est-ce que vous vous portez? Bonjour Blondine, ouais, je me porte très bien, comme un charme, comme d'habitude. Et toi? Oh, très bien, très bien, ça va. Toujours scintillante. Ah, merci, merci si tu insistes. Ah ben j'insiste, avec ton insistance, voilà quoi. Bonjour Jacques. Tu vas insister d'abord. Bon, bonjour Jacques. Toujours bien sapé. Les femmes même. Ah, merci. Ouais, j'aime le gilet, tout ce qui va avec. Tu sais. Accoutrement, c'est top, hein, comme d'habitude. Marie-Esther, bonjour, comment tu vas? Bonjour William, je vais très bien. Tu es sûr? Ça va, merci. D'accord, bon Jacques nous le dira. Bonjour chers téléspectateurs. J'espère que vous pétez aussi la forme. Donc c'est le 4e rendez-vous de l'émission Le Plateau du Bien-être. Nous y sommes et vous y êtes, c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Au programme, vous aurez la causerie, vous aurez l'info du jour, vous aurez également bien-être et également la chronique des savants en médecine. J'ai souvent l'habitude d'oublier ta rubrique là, mais pardonne-moi. Tu ne devrais pas. Pardonne-moi. Ouais. Parce que ici, tu vois, il est question de recherche et de découverte. Il est question de culture générale en médecine. Donc, on ne peut pas oublier ça. On retourne à la source. Surtout qu'aujourd'hui, on parle de quelque chose de très, très, très important. En tout cas, merci de venir à travers ta rubrique à nous informer sur les recherches qui ont eu lieu et qui nous permettent aujourd'hui de nous sentir bien. Parce que oui, je me rappelle qu'on a comme avant, bon, il y avait beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas des choses concernant l'ADN, mais avec toi, on a pu découvrir cela. Donc, merci beaucoup, Jacques. Alors, si vous êtes prêts, moi je suis très pressée ce matin. Je n'ai pas mais le temps on va pour quand la même leur accorder d'accord, Jacques, la parole de pouvoir saluer les téléspectateurs. Placer leur mot. Je suis pressée. N'est-ce pas? Elle a voulu nous amener à déroger à ce rituel matinal. Est-ce que vous voyez? Heureusement que je suis là. N'est-ce pas? Mes esprits me disent que Marie, ça ne va pas. Exactement. Il y a quelque chose qui cloche. C'est du genre, tu vas vous saluer certaines personnes, vous diront, vous leur posez la question et la nuit vous diront pas mal. Dans pas mal, ça veut dire que c'est pas vraiment ça. Il y a beaucoup de choses. Même Massada, elle me dira aussi pas mal, pas mal. Non, moi, Mania a été. Non. Moi, Mania a été comment? Ah, Mania a été. En fait, je comprends pas. J'ai l'impression que ici, par exemple, si vous me voyez un matin, je suis toute calme, sereine, tranquille. Mais en fait, des fois, on a besoin juste de se concentrer et puis voilà, de prendre assez d'énergie à l'intérieur. J'ai tout compris. Donc, quand tu viens sur le plateau sans l'énergie, j'ai compris. Il y a des jours où on appelle ça jour de connexion avec Dieu. D'accord. Connexion intérieure. La dimension. Voilà, elle est en pleine connexion. D'accord. Est-ce que vous voyez? Il y a des jours de connexion, il y a des jours de jeûne et prière. D'accord. Ces jours-là, on ne parle pas beaucoup. Sinon, tu auras fait. Pour 1 heure de temps, on va parler. Sinon, tu auras fait. Donc, tu vois, pour nous les observateurs, on décèle ce genre de choses très tôt. Est-ce que vous voyez? En tout cas, chers téléspectateurs, bonjour chose. à vous. Moi, je suis très contente de vous retrouver ce matin. Votre bien-être, c'est très, très important pour nous. Je suis là et puis, bon, voilà, je vous donnerai ce qu'il faut dans le bien-être. Et ne vous inquiétez pas, je suis en pleine forme par la grâce de Dieu. Alors, on va démarrer très bientôt, n'est-ce pas? Oui, Jacques, tu n'avais même pas salué. Je ne sais pas si ça vous arrive. Oui. Il y a de ces jours-là, même quand le réveil sonne, on a l'impression de jeter le réveil là quelque part. Ça arrive Ça arrive. toujours. Surtout les lundis matin. Pas que. Il y a de ces jours-là, quand la nuit a été bonne. Et parfois, je ne sais pas si ça vous est aussi une fois arrivé,
en plein sommeil, vous faites un très bon rêve et on vient vous réveiller. Ça, c'est ce qu'on appelle enemy of progress. Parce que si le rêve il est juté, que la personne vous réveille, c'est que bon, il est ennemi. Et je vous assure que après cela, même quand tu fermes les yeux, Oui. ça ne revient plus. Ouais, ça ne revient Ça ne plus. revient plus. Ah, Ce mais- qui est bon ne dure pas. C'est Non, clair, justement, c'est clair. quoi. Et c'est bon. Ouais. Alors que parfois, il y a des cauchemars qu'on fait, on appelle même au secours, Oui. mais il n'y a personne pour venir nous réveiller. Exactement. Il y a de ces rêves-là qui nous font du bien. Exactement. Mais c'est ça, on vient te réveiller. Ouais, Ni à c'est Zébé, dommage. ni à- Ah ouais. Allô. Et comme tu le dis, j'envoie nos pensées positives à la Exactement, à la famille femme. éplorée, voilà, Oui. de cette Awa. femme-là, tante Awa, voilà, l'auteur de cette célèbre phrase-là, Ounia Zébé. Paix à son âme. Donc c'est une façon de faire, de rendre hommage à Azébé. Exactement. C'est le bonjour qui est passé. Powerful. Jacques! Ah ouais. Eh bien, chers téléspectateurs, j'espère que vous êtes bien installés pour pouvoir démarrer en bonne et due forme cette émission avec nous. Et vous le savez, la toute première rubrique de cette émission, c'est la causerie du jour. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser encore une fois au couple. Une femme qui gagne plus que son homme. Est-ce qu'il s'agit là d'un couple moderne ou bien c'est une bombe à retardement? J'ai le regard de Jacques sur moi. J'ai le regard de Marie-Esther sur moi. Bon, étant donné qu'ils sont pressés, je suis pressée également. On va y aller avec le jingle et on décortique tout cela. À tout de suite. Alors, la femme perçoit comme salaire à la fin du mois 800 000 francs. Et son mari perçoit à la fin du mois 300 000 francs. Est-ce que cette femme, elle est capable de se soumettre, de donner du respect à son mari, de donner de la considération à son mari? Est-ce qu'elle doit le faire ou pas? Bon, on en parle. Jacques? Bon, moi, tout de suite, la première question qui me vient à l'idée, c'est de savoir pourquoi on parle de bombe à retardement, pourquoi on parle de couple moderne. Parce que moi, je ne vois nullement pas le rapport. Je me dis, est-ce que l'écart de revenus devrait être un motif aussi fondamental qui pourrait soutenir une relation ou bien un foyer? Est-ce que ça devrait déterminer le degré d'amour, le degré de fidélité, le degré d'humilité dans cette famille? Moi, je ne pense pas. Et quand tout de suite on dit bombe à retardement, soit on est en train de prêter des intentions à cette dame-là pour que d'un jour à l'autre, elle puisse se péter la grosse tête. Parce que moi, je ne vois rien d'extraordinaire dans ça. Quand on dit également couple moderne, en quoi cela est un couple moderne? Un couple est un couple. On s'en fout de ce qui l'entoure. L'essentiel, quand on dit un couple, c'est que deux personnes ont accepté de s'aimer et ont accepté de fédérer leur énergie pour construire quelque chose de grand et d'aller plus loin, de s'exprimer cet amour-là le jour, de se renouveler justement, cet amour-là le jour. Donc, en quoi c'est un couple moderne? Moi, je ne vois rien du tout. Un couple, que ce soit un couple moderne ou bien un couple antique, tout ce qui prime, c'est l'amour. Vous voyez, parfois, il y a de ces réflexions-là qui nous amènent des pensées diaboliques. Et c'est la réflexion souvent, soit du commun des mortels ou la réflexion du bas peuple. On pense que quand la femme gagne de trop, on dit à l'homme, je sais que ta femme là, elle va te respecter, il faut voir ton état, il faut voir la famille dans laquelle elle est issue. Est-ce que tu fais le poids? Et vice versa. On dira à la femme peut-être qui n'est pas instruite, oh ton mari là c'est un intellectuel, c'est un grand quelqu'un, tu es sûr qu'il te sera fidèle, tu es sûr qu'il ne va pas te rabaisser, il va te faire ceci. Mais moi je voudrais nous faire comprendre ce matin que quand on dit quelqu'un est bien stable, la personne a un certain niveau, la personne est d'une certaine trempe, eh bien cette personne-là c'est quelqu'un qui a une ouverture d'esprit. C'est quelqu'un qui est au-delà de la mêlée. C'est quelqu'un une personne dont les réflexions vont au-delà de ce que pense le commun des mortels. Et cette personne connaît mieux ce qu'on appelle la valeur d'une personne. Et ce type de personne, je reviens encore,
c'est faire les choses, c'est faire la part des choses. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui sait se dire, tu n'es que vanité, tu n'es que éphémère et tout dépend de l'importance que nous accordons aux choses. On a des femmes qui sont présidentes de la République. Oui. Pourquoi elles ne se piquent pas la grosse tête à la maison? Bon, ça, on ne sait pas aussi. Hein. Non, Question. non. On ne sait pas. Il y a des femmes qui ont témoigné, il y a des femmes présidentes qui ont témoigné. À la maison, elles oublient carrément ce titre de président de la République. Alors, pourquoi ces dames-là arrivent à se soumettre, à oublier leur titre? Et nous, on pense que juste parce qu'une dame gagne plus que son mari, on se pose la question, est-ce un couple moderne ou un couple ou une bombe à retardement? Si c'est bombe à retardement, soit la femme, à un moment donné, elle a voulu se piquer la grosse tête, soit elle a voulu se fier à tout ce qui se raconte dehors. Oui. Sinon, moi, je ne vois rien d'extraordinaire. Maintenant, nous, on a vu dans nos foyers aussi modestes que ça. À un moment donné, papa est parti à la retraite. C'est maman qui a tenu le foyer. Pourquoi les voisins ne sont au courant de rien? Pourquoi on n'a pas informé, on n'a pas gongonné pour informer les voisins que c'est moi qui tiens le foyer, mon mari il est au chômage? Pourquoi les enfants ne sont même pas arrivés à faire le distinguo pour comprendre que, eh bien, papa n'a plus les moyens comme avant, bien papa ne pourra plus faire ceci, cela, c'est maman qui tient le foyer. C'est-à-dire que tout dépend de l'éducation et de la culture, des valeurs que nous avons. Et il y a eu quand même aujourd'hui qu'on inculque ces notions à nos enfants, de leur faire comprendre que ce n'est pas l'argent qui détermine la valeur d'une personne. Ce n'est pas ce que je perçois la fin du mois qui détermine la valeur, qui détermine ma valeur. Mais c'est la façon dont nous arrivons à gérer notre maison. C'est la façon dont nous arrivons à apporter nos 50-50 pour faire quelque chose d'ensemble qui compte. C'est la façon dont je te témoigne, je t'exprime mon amour qui compte. Pourquoi dans certaines familles, ce sont les femmes qui n'ont pas vraiment de moyens, c'est l'homme qui gère et la femme et la famille de la femme, mais jamais il n'est sorti sur les toits pour crier, pour dire « Oh, c'est moi le Messie, c'est moi le sauveur de la famille. » Et pourquoi quand c'est l'inverse, on pense que c'est une bombe à retardement? Alors pour finir, moi je dis, si c'est une bombe à retardement, tout dépend soit de la compagnie de la dame, soit ça dépend de, à un certain moment, elle a voulu se piquer la grosse tête, ou encore, soit à un moment donné, le monsieur a commencé par afficher des comportements grégaires. Et là, la femme a voulu remettre les pendules à l'heure pour faire comprendre à l'homme que, mais tiens, écoute, c'est vrai qu'on s'est mis ensemble, mais n'oublie pas que je joue un très grand rôle. Et si tu ne veux pas te ressaisir, alors là, voilà, quelque chose va se passer. Parce qu'il y a aussi de ces hommes-là qui sont des suceurs. Parce que la femme gagne plus que le monsieur. Il devient comme un cancer, un parasite. Et il est là tout le temps à déranger la dame. Comme quoi, chérie, tu sais que je ne gagne pas assez, non? Parfois même les enfants demandent quelque chose à papa, allez voir votre maman. Mais non. Mais non, ce n'est pas parce qu'elle gagne plus que toi que tu vas la plumer. Mais ça, je ne suis pas d'accord. Il y a une façon de le faire. Il faut jouer. Il y a une méthodologie. Donc, moi, je dis, si moi, en tout cas, si ma femme gagne plus que moi, ça ne me dérangerait pas du moment où il y a une certaine conduite à tenir. Mais si elle va m'afficher dehors, comme celui-là dont la main ne pèse pas, celui-là qui est un va-nu-pied, celui-là qui est bon à rien, mais alors là, il y aura problème. Donc, soit cela est discuté avant l'engagement, parfois, c'est après que vous êtes mis ensemble que les portes s'ouvrent. Et quand ça vient comme ça, il y a lieu de véritablement discuter avec son ou sa partenaire pour lui faire comprendre que c'est vrai, aujourd'hui, tu as changé de posture. Je prends le cas de Miss Togo 2022. Elle est sortie dans quoi? Dans cette banlieue-là de Atianvé. Les gens crient sur tout le temps qu'elle n'était pas civilisée, n'était pas ceci, n'était pas cela. Et certains se sont dit qu'il plaignait son petit ami, son petit copain. Mais tenez-vous bien, jusqu'à la fin de son mandat, elle était toujours avec le gars en question. Bon, est-ce à dire que les personnalités ne peuvent pas sortir avec de simples gens? Question. C'est une question d'éducation et de valeur morale. Alors, Julie, qu'est-ce que toi tu en penses? Oui, Est-ce que une femme qui gagne plus que son mari, c'est automatiquement un danger pour ce couple?
Non, mais ce n'est pas un danger. Je pense que Jacques a dit l'essentiel. C'est une question d'éducation d'abord et aussi de valeur. Bon, maintenant, aujourd'hui, il faut dire que de nos jours, il y a aussi l'influence des réseaux sociaux qui s'y ajoute. Donc, quelqu'un qui normalement a eu de très bonnes valeurs, une très belle éducation. Et quand vous grandissez, quand il y a des choses entre griffes négatives, des choses négatives, pardon, qui influencent votre couple ou bien qui semblent vous influencer vis-à-vis de votre position côté professionnel, vous devez être à mesure d'être assez mature pour aller au-delà de ça et éviter aussi certaines compagnies pour ne pas donc céder les petites failles de votre couple. Est-ce que vous voyez? Donc, en réalité, que la femme gagne ou que l'homme gagne, ça n'apporte rien, ou bien ça ne juge pas en fait l'équilibre du couple. Ou même jusqu'à parler de, je sais pas, de l'amour qui doit régner, ou de l'humilité, ou je ne sais pas, des deux partenaires, ou de tout ce qui va avec. Est-ce que vous voyez? Ou même, d'aucuns parleront de soumission. Si vous gagnez plus que l'homme, bah, c'est pas parce que quand vous vous soumettez, ou bien, je ne sais pas, vous êtes une femme idéale comme il faut, qui doit bien faire, s'occuper de son mari, de sa famille, de son foyer, ça ne vous enlève pas votre salaire, ou bien bon, vous demeurez toujours tel que vous êtes, quoi. Et il a donné un exemple tout à l'heure. Moi, je me rappelle, j'avais une tante qui était pasteur à l'époque. C'est une tante qui était elle avait une taille très, très, très élancée. Et le monsieur, bon, il avait une taille moyenne. Et puis, c'est une dame qui ose dire non. C'est-à-dire, elle dit les choses telles qu'elles sont, sans toutefois vous manquer de respect. Donc, vous savez que dans notre société, quand vous êtes tel genre de personne, on vous catégorise tout de suite. Donc, les gens racontent n'importe quoi, mais bon, moi, c'est parce que j'ai l'habitude d'aller chez eux à la maison. Et à la maison, c'est carrément une autre personne, quoi. C'est pas forcément celle qui prêche ou bien qui fait ci, qui prend toujours la tête, qui est responsable. Mais à la maison, c'est une femme qui est donc, soumise, qui aime son mari, qui se souvient donc à cet âge ce qu'elle doit faire normalement en tant que femme. Est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui, c'est une question de maturité. Moi, je vais parler de maturité pour ne pas se laisser. Et puis, bon, voilà. Bon, maintenant, il faudrait aussi que le couple s'éduque. Parce que, bon, vous savez, on vient de divers horizons, différentes éducations, différents tempéraments. Il y a des messieurs qui, excusez-moi, ne pourront pas accepter cela, que la femme gagne plus que lui, parce qu'automatiquement, pour lui, peut-être son ego est blessé. Peut-être dans sa famille, il n'y a pas vraiment ça. L'éducation qui leur a été donnée, bon, parce que ne faudrait pas que la femme soit au-dessus de toi. Et quand pour lui, la femme gagne plus, pour lui, catégoriquement, dans sa tête, c'est autre chose. Il voit déjà sa femme comme étant, c'est pas, quelqu'un à abattre, ou bien il ne doit pas forcément lui céder de peur que cette femme lui prenne son rôle de chef ou son rôle d'autorité. Il y a aussi ce côté. Donc, c'est une question d'éducation des couples déjà à la base, une certaine maturité par rapport à un certain nombre de choses, comme on a l'habitude de le dire. Déjà, vous devez être en mesure de discuter du sujet financier d'abord. Comment est-ce que vous allez évoluer, avoir un projet exactement pour pouvoir évoluer. Même si l'homme gagne moins, forcément, il doit jouer son rôle d'homme. Justement. Il doit jouer son rôle d'homme, sans toutefois fourrer son nez dans les affaires financières de sa femme. Peu importe, vous jouez intégralement votre rôle. Et si la femme veut aussi ajouter un plus, ça dépend du consensus que vous êtes défini. D'abord, d'accord, mais n'essayez pas quand même de donner l'impression à la femme comme si vous êtes en train de lui soutirer de l'argent. Certes, vous êtes une famille, vous êtes le responsable, assumez vos responsabilités, mais de façon quand même crédible. Voilà. Marie, oui, on va permettre à Marie de parler. Je pense que je vais aussi rebondir sur tout ce qu'ils ont dit, parce qu'aujourd'hui, quand on parle une femme qui gagne plus que l'homme, souvent, en fait, c'est une question de stéréotypes, de normes, en fait, dans la société, souvent. Déjà, quand les gens entendent ça, ils se disent que automatiquement, c'est comme si on a caricaturé la femme comme elle sera insoumise parce qu'elle a un salaire beaucoup plus supérieur à l'homme. Donc déjà, dans le fort intérieur de l'homme, il y a déjà son ego qui est peut-être déjà touché. Je pense que c'est ça qui est à la base aujourd'hui. Il y a certains hommes qui n'aiment même pas que leur femme puisse aller travailler parce que déjà, c'est comme si ils auront de la concurrence, par exemple. La femme aussi qui sort pour aller au boulot travailler, il aura un salaire. Donc, ils ont cette crainte en eux
de ce que, bon, voilà, parce qu'il y a cette norme-là, ou bien la société qui dit à une femme qui travaille ne va pas me respecter, une femme qui travaille n'aura plus le temps à la maison pour sa famille et tout. Donc déjà, il y a ça, alors que c'est fausse en fait. Cela ne veut pas forcément dire qu'une femme qui travaille, qui a de l'argent, ne va pas respecter en fait sa femme ou bien faire ce qu'elle doit, voilà, son mari, pardon, ce qu'elle doit faire à la maison. C'est une fausse idée. Donc, il faut qu'on arrive déjà à déconstruire cela, et que tous les hommes puissent avoir cette liberté, en fait, cette sérénité que ma femme peut avoir de l'argent, ma femme peut être à un poste élevé, que même si moi je n'ai pas le même salaire que ma femme, cela ne change rien et ma femme sera toujours soumise, respectueuse, polie à la maison, fera ce qu'il y a lieu de faire. Donc je pense que les hommes aussi doivent en fait enlever, accepter qu'il y a cette crainte qui est enfouie en eux, et essayer d'enlever, de laisser cela à côté et de voir en fait comment dire, le bon côté en fait de cela, parce que si ta femme a plus de salaire, au moins cela aide à la maison, cela aide, elle participe à certaines tâches, elle prend certaines responsabilités également. Donc normalement cela doit être plutôt une joie en fait pour cet homme, que voilà, mon mari et ma femme va de l'avant, elle apporte en plus et autres. Donc à toutes ces femmes aussi de comprendre qu'avoir plus d'argent que son mari, cela ne t'amène pas en fait à peut-être manquer de respect, ou bien à peut-être te croire supérieur, parce que des fois on dit l'argent te rend, quand tu as le pouvoir, c'est comme si l'argent te rend supérieur. Peut-être que la femme n'était pas peut-être comme ça, peut-être que voilà, maintenant elle gagne plus, elle se prend un peu la tête. Donc en tant que femme, tu dois aussi savoir que même si tu gagnes plus que ton mari, cela n'a rien à voir avec ton caractère, ton habitude, ce que tu dois faire à la maison. Tu dois pouvoir être la femme, cette femme-là à la maison, respectueuse, soumise, et faire ce qu'il y a à faire. Et au boulot, ce qu'il y a lieu de faire aussi, tu le feras. Parce que je pense que Jacques venait de le dire. Être un couple, c'est l'amour en fait et la vision que vous avez ensemble et vous cheminez. Donc quelqu'un qui a plus d'argent que l'autre, ce n'est pas une question de supériorité. On est là ensemble pour travailler, pour bâtir ensemble un foyer et avancer. Donc que cela, le fait d'avoir plus de pouvoir, cela n'agit pas en fait sur le couple. Avant de continuer, il y a Ezekiel qui a réagi par rapport au sujet. Il dit: bonjour le plateau, c'est un sujet très sensible, je trouve, mais soyons réalistes. À mon avis, c'est une vraie bombe à retardement. Je pense que quand la femme gagne plus, l'équilibre du couple prend un coup direct. Moi, je vois trop de maris qui perdent leur fierté et qui commencent à se sentir inutiles à la maison. Et de l'autre côté, certaines femmes le font et certaines femmes le lui font payer. Voilà. C'est moi qui paie, donc c'est moi qui décide. Du coup, il y a moins de respect, plus de tension pour les petites dépenses. Je pense que le problème, c'est l'ego. Nos sociétés n'ont pas encore accepté que l'homme ne soit pas le premier pourvoyeur. À la longue, ça crée de la jalousie, des reproches et même des infidélités pour reprendre le contrôle. Pour moi, tant qu'on n'a pas parlé argent et rôle clairement au début, ça finit par exploser. Merci beaucoup, Ezekiel, pour ton apport. Je partage un peu ce qu'il dit, parce que je me demande déjà, si on doit parler de bombe à retardement, je me dis, est-ce que la femme serait capable de rester toujours dans cette position de partenaire, même si elle gagne plus que son mari jusqu'à la fin? Est-ce que ce sera possible? Est-ce qu'à un moment donné, cette bombe à retardement dont on parle ne va pas surgir? Si je me penche un peu sur la vie d'Ezekiel, est-ce que vous voyez? Parce que, vous savez, comme tu l'as dit et Marie-Estelle l'a dit tout à l'heure, quand l'homme a de l'argent, forcément à un moment donné, ça déclenche autre chose. Est-ce que vous voyez? Donc, est-ce qu'avec la femme, ça va être pareil? Question. Maintenant, à la base, l'éducation qui a été donnée, c'est que c'est l'homme, le chef de famille, le responsable. C'est lui qui subvient aux besoins, c'est lui qui fait ci, qui fait ça. Donc, quand il y a un petit bobo, un petit problème, il faut donc faire recours à l'homme parce que c'est lui le responsable. Maintenant, lui étant déjà donc établi à la base comme responsable qui est transmis donc de génération en génération, est-ce que par après, si celui-là a maintenant une femme et cette femme-là gagne plus que lui,
est-ce qu'il ne va pas se sentir, c'est pas blessé dans son ego ou bien que sa position d'autorité de chef est en train d'être menacée? Question. Voilà, est-ce que vous voyez? Parce que déjà, même si la femme gagne plus que l'homme, moi je me dis que déjà dans la tête de la femme, c'est l'homme qui subvient aux besoins. Elle a ça dans sa tête. Même si elle participe ou bien fait des choses aujourd'hui, forcément, je me demande plus tard, est-ce que cette bombe à retardement ne va pas surgir? Et c'est exactement ce dont Ézéchiel est en train de parler. Vous voyez, ne cherchons pas à forcer les choses. Moi, je ne vois aucun mal dans le fait que la femme gagne plus que l'homme. Tenez-vous bien, c'est nous qui crions tout le temps que Dieu nous donne de l'argent. Ou encore quand on se met en couple, on se dit, moi on est ami, que Dieu nous donne de l'argent. Pourquoi quand Dieu va vous donner cet argent-là, ça va devenir maintenant source de dispute, source de discorde? À un moment donné, je pense que nous cédons le flanc et le malin sème dans notre pensée des pensées négatives qui finissent par nous nuire. Et c'est de là que vient le problème. Et tout est question d'ego, comme il a dit, certes. C'est-à-dire que notre société parfois nous induit en erreur. Moi, je ramène la question autrement. Pourquoi quand c'est l'homme qui gagne plus que la femme, on pense qu'il n'y a pas de problème? Ben pour ça, on trouve que c'est Parce normal. que c'est lui le chef on de trouve famille. que c'est normal. C'est la société. qui nous Et moi, c'est pour ça que moi, je dis, l'éducation aussi. et puis c'est pour ça que moi je dis, c'est pour ça que moi je dis, à un moment donné, ne cherchons pas à voir les choses ou à penser comme tout le monde pense. Bon, Jacques, est-ce que c'est penser comme tout le monde pense? Non, je Est-ce que tu ne vois peur que c'est quelque chose qui a une base qui se transmet au fur et à mesure? La chose c'est que, est-ce que, pour moi je pense parfois que c'est le pauvre qui parfois, quand il accède à un certain niveau, cherche à prouver. Le riche n'est pas dans cette logique, je nous assure. Quand je dis le riche, celui-là qui est vraiment bâti, celui-là qui est vraiment instruit. Là, c'est une question de mentalité. C'est une question de mentalité et de maturité. Oui. Ne s'aventure pas dans ce genre de cas. Récemment, on m'a parlé d'un monsieur. Le gars travaille à la Maison Blanche. Mais je vous assure que quand vous voyez le monsieur, le gars vient Lomé comme prendre taxi, aller à Guezongo, revenir à quoi, je ne sais pas moi, à GTA. Mais quand vous voyez le monsieur, il est presque effacé. Il a organisé un dîner. Il est invité des personnalités pas possibles. Mais tenez-vous bien, c'est lui qui est encore à la table en train de servir. On l'a posé la question, il dit, mais lui, il ne trouve rien d'extraordinaire dans ça. C'est pour nous dire qu'à un moment donné, notre environnement aussi joue. C'est-à-dire que apprenons à prendre de la hauteur, apprenons à avoir une vie qui soit beaucoup plus responsable. Je vais aussi aller de l'autre côté, peut-être où je vais rejoindre Marie, le côté enseignement. C'est-à-dire, si je suis religieux, que je fasse l'effort de me conformer au moins aux enseignements que l'Église donne. Si je ne vais pas à l'Église et que je suis peut-être voilà, celui-là qui respecte sa tradition et autres, même dans notre tradition, je ne pense pas qu'il est dit que quel que soit ton niveau, tu vas prendre le dessus sur ton homme. Je ne pense pas. Il y a même dans certains couples, quand je vais peut-être au niveau de la tradition, spirituellement, la femme tient 1000 fois que le monsieur. Mais je vous assure que malgré cette union-là, ça ne donne pas le pouvoir à la femme de prendre le devant des choses. Quand bien même spirituellement, c'est elle qui intervient pour protéger. Moi, j'ai connu une jeune dame. Elle s'est mariée. Mais spirituellement, elle tenait plus que le monsieur. Mais je vous assure que le monsieur, certes, il a de l'argent. La jeune dame aussi a de l'argent. Mais elle respecte énormément le monsieur. On ne saura même pas que... Et parfois, le monsieur vient remercier là-dedans. Parce que quand il y a certaines situations, bon, la femme sait comment procéder pour éloigner l'obstacle et revenir, quoi. C'est carrément notre niveau là-bas. Alors, moi, je me dis, à un moment donné, ne continuons pas par normaliser la normale. Et c'est ce qui fait que ces pensées-là sont semées comme des graines dans notre subconscient et de génération en génération, on continue par perpétuer des choses pareilles. Alors, c'est quoi? Moi, plutôt, ce que je crains, c'est que il y a de ces femmes-là qui gagnent plus que le monsieur, mais qui ne sortent pas. C'est-à-dire qui ne donnent pas. Quelles que soient les dépenses, elles ne financent pas. Oui, il y a ce côté aussi. Justement, ça, moi, je combats ça fortement. Bon, est-ce qu'elle a tort? La femme a tort? Elle a tort. Elle a tort. Elle a tort.
Elle a tort parce que non. Mais c'est là où je parle de cette éducation-là. Oui, elle a tort, elle a tort. Elle, c'est l'homme qui doit Non, faire non, faire- non, non, Qu'est-ce qu'on va faire? non, 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 Elle non, va non. pas Est-ce que vous pensez exagérer, qu'elle a va tort? pas Elle a tort. exagérer, non, non, Elle a non, tort. non, non. Elle a tort parce que tous les livres saints, tous les livres saints nous diront que quand vous vous mettez ensemble, c'est que vous décidez à construire les choses ensemble. Vous Et le à faites, quel moment, c'est même écrit dans la Bible, vous le faites justement, d'une seule chair. à quel moment, quand je prends même nos mains, la main gauche à un moment donné doit appuyer la main droite. Exact. On a toujours besoin du plus petit que soi. Alors comment est-ce qu'une femme qui moralement tient peut dire que non, parce qu'elle gagne plus que le monsieur, son argent ne va pas sortir parce que les dépenses incombent la responsabilité du monsieur. Mais non. Et moi je dis, ce sont ces genres de pensées qu'on doit déconstruire. Exactement. Oui, ce n'est pas parce que maintenant, il dit, les questions de finances doivent être discutées avant de se mettre en couple. J'ai donné l'exemple comme quoi vous avez commencé de façon modeste. 10 ans, 15 ans, 20 ans après, la situation de madame change. Est-ce que vous êtes encore au début? Non. 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 Mais si vous vous fiez aux enseignements, aux valeurs morales ou encore à votre éducation, le bon sens que vous avez, mais je vous dis que même si la situation change, eh bien, il y a quand même des attitudes, il y a quand même une continuité. On a vu des messieurs, ils ont commencé, ils n'étaient rien. Mais à un moment donné, la situation change, ils ont toujours continué avec ces femmes-là. Alors, c'est notre ego surdimensionné qui fait que vous allez voir certaines personnes être dans le besoin. Et on vous donne leur porter assistance. Ces mêmes personnes vont exiger que, tu sais, ne fais pas comme si, hein, les gens vont croire que, ne fais pas si. Et pourtant, on veut t'aider. Je ne voudrais pas qu'on sache que je suis... Mais c'est toi qui as besoin C'est toi qui as besoin d'aide. Ça aussi, c'est un problème Vous d'éducation. voyez un peu C'est un le complexe. niveau où... C'est un complexe. complexe. Je voulais en parler. C'est un complexe. Doucement. Et pour ce monsieur... L'esprit de pauvreté aussi peut faire ça. Et pour ce monsieur-là, c'est un monsieur qui est imbu de lui-même. Il ne voudrait pas qu'on dise que c'est la femme qui tient le foyer. Trop de fierté. Pourquoi on dit que c'est toujours moi, c'est papa. C'est papa. C'est comme on dirait, un garçon ne pleure pas. Même si ça, il dit, je suis un garçon. Mais à un moment donné, mes chers amis, allons au-delà de ça. Le complexe d'infériorité, son ego va nous tuer dans ce pays-ci. À un moment donné, on ne sait pas prendre les bonnes décisions et faire de bons choix. Ah non, il faut dépasser Moi, ça. je pense aussi qu'il faut... l'intelligence financière aussi, c'est très, très important. Parce que quel est le rapport de la femme ou bien de l'homme avec l'argent? Par exemple, si la femme aussi, sa relation avec l'argent, cette femme qui peut-être devenue bombe à retardement, si par exemple, avant elle était calme, soumise et tout, et si voilà, elle perçoit maintenant un gros salaire, donc automatiquement, mais si elle avait peut-être une éducation financière aussi, une intelligence financière et un peu élevée, elle peut gagner même 2 millions, 3 millions, ça ne va rien changer son comportement. Donc c'est très important, le côté mentalité avec l'argent, pour se préparer d'abord vis-à-vis de la chose. Parce qu'il y a des gens, même si c'est 100 000, 200 000, vous leur donnez... Voir, ils vont changer en même temps automatiquement. Je vais vous donner un exemple ça simple. aussi, c'est l'éducation qui fait... Non, ça c'est l'esprit de pauvreté. Il y a l'éducation pauvre dans un environnement pauvre avec l'esprit... Oui, je suis d'accord. La pauvreté, c'est l'esprit de pauvreté. La pauvreté va te faire... Je vous dis, changer de la... qu'on appelle la pauvreté, c'est une blessure. Oui. On s'en va ça de là, c'est une malédiction. Non, ça dépasse même blessure. C'est une malédiction, c'est un esprit. Tellement. Bien sûr. On va vous donner quelque chose de grand, vous allez dire, oh, il y a un vitu cuiré. Ça se dirait la dernière fois. Nous, on doit le dire, bien carré, quoi. Alors, on va pas le dire, quoi. Il y a quelqu'un qui m'a témoigné, je ne vais pas donner la fonction de la personne. Il était parti dans une organisation internationale, on voudrait le recruter, on lui a fait l'entretien. Il a répondu aux questions, on lui a demandé, vous voulez qu'on vous paye combien salariale? Il dit, bon, avec un petit 25 000. Le recruteur est étonné, c'est lui-même qui est venu dire ça. Hein. Le recruteur est étonné, lui demande, bon, monsieur, est-ce que vous êtes marié? Il a dit oui. Vous avez des enfants? Oui. Vous avez votre propre maison? Non. Location. 25 000, ça peut aller? Il a dit oui. Et je vous dis que tous ceux qui sont passés pour le recrutement, c'est lui seul qui a échoué. À cause de ça. Et c'est après qu'on lui a dit ça. Il ne sait pas se vendre cher. Non, il ne sait pas. Je vais aller plus loin. Non seulement la pauvreté, il y a l'éducation. Prenez juste un enfant. Quand on lui donne des beignets et quelqu'un se plante, oh, madame, donne-moi un peu, non. Et que cet enfant refuse là. Cet enfant-là,
il faut le frapper. Ouais. Il faut retirer cette habitude-là de cet enfant. Parce que c'est un autre esprit qui grandit. Justement, il va grandir avec ça. Et quand il sera adulte, face à certaines situations, il va préférer se contenter de lui-même. Oui. Le peu qu'il a là, il ne va pas vouloir partager ça. Ça rentre dans le narcissisme. Et ça là, c'est à combattre. Oui. Vous êtes en relation avec une jeune fille. Difficilement, un jour, elle vient chez vous, elle vous paie quelque chose. Ou bien, par moment, vous êtes dans une situation là. Et elle a débloqué. Et pourtant, vous savez qu'elle en a quand même un peu la possibilité. Oui. Ça là, il faut sortir dans ça. Vraiment? Oui. Non, il faut sortir dans ça. Oui. Je pense qu'il a raison parce que généralement, du côté des femmes, on dit souvent quand tu chemines avec un homme et que cet homme-là n'est pas en mesure de te débloquer certaines situations, il faut savoir que ta relation là, ça ne peut pas aller. Donc, c'est vice-versa. Pourquoi on ne peut pas faire dans le cas inverse et dire que l'homme peut toutefois quitter? Parce que je juge que quand vous êtes dans une relation et que vous voulez aller de l'avant, quand l'homme tombe, ben, la femme peut soutenir l'homme. Mais si c'est impossible pour elle, c'est que ce n'est pas votre écoutez, si c'est des gens qui, dans leur enfance, ils n'ont pas grandi vis-à-vis des parents, qui se soutenaient comme ça et leur ont inculqué ces valeurs-là, ça aussi, ça pose problème. C'est pour ça que je pose toujours la question. Quand les femmes disent, mais putain, quand on les drague là, elles disent, je vais aller réfléchir. Qu'est-ce qu'elles mettent dans la réflexion là? Non, mais c'est juste une phrase qu'elles disent. Justement, ça veut dire que c'est une phrase creuse. Ouais, bien sûr. De substance. Ouais, bien sûr. Parce qu'il n'y a aucun travail qui se fait derrière. Si moi j'étais femme, oui. Hein? Et qu'on doit me draguer, moi, Jacques, là. Non, mais quand même. Mais non, disons la vérité. Ouais, c'est-à-dire que, non, c'est sérieux. Quand on dit, finalement, quand on accepte là, c'est qu'on est allé vraiment mûrir. Quand l'homme fait le pas pour draguer la femme, mais l'homme, lui, a pris le temps pour réfléchir, hein. Il a pris le temps pour analyser beaucoup de choses. Alors, il faudrait que la femme, quand vous dites, vous réfléchissez là, mesurez, réfléchissez sur beaucoup de choses. Et quand maintenant, même si vous n'avez pas vécu certaines situations, quand vous vous mettez ensemble, essayez d'en discuter. Et là, ça vous permet d'avoir une ligne directrice. Ça vous permet d'avoir un fil conducteur. Et vous savez sur quelle base fonctionner. Vous rentrez dans certains couples, il n'y a même pas d'éducation culturelle. C'est-à-dire que vous ne savez pas comment est-ce que ce couple-là fonctionne. Mais non! Quand on rentre dans un foyer ou dans une maison, on doit déjà imaginer la psychologie qui règne. On doit savoir déjà les valeurs qui sous-tendent ce couple-là. Mais il n'y a pas ailleurs. Je veux, en parlant de l'esprit de pauvreté que William disait aussi, en fait, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui confondent contentement et puis pauvreté. Parce qu'on se dit que, bon, et puis là, en même temps, c'est comme si tu es en train de te mettre des barrières pour voir de là, non. Se contenter de ce qu'on a, c'est s'accepter notre niveau actuel, mais cela ne t'empêche pas de voir loin, d'avoir des ambitions. On peut être pauvre et se vendre cher. Bien sûr. Et ça, moi, je suis d'accord. Exactement. Il y a certaines personnes, quand on les rencontre dans la rue, mes amis, vous ne pouvez pas vous imaginer là où ils dorment. Mais quand ils sortent là, mais vous les voyez, ces personnes se mettent vraiment en valeur. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Lorsque cette personne vous dit que je suis pauvre là, vous n'allez pas, vous allez tomber des nues. C'est ça. Mais à un moment donné, moi, entre-temps, il y avait ça criait que lui se donne trop des ailes, il est fait quoi? Je lui dis, mes amis, je dois m'aimer et je dois me vendre cher. Quand tu as certaines choses, mets ça en valeur et ça va t'ouvrir d'autres portes. Je ne vais pas posséder certaines choses et je vais vivre comme celui-là qui est au soir de sa vie. Mais non, quand même. Quand même. Bon, donc, en tout cas, il faut se valoriser. Il faudrait que c'est des mentalités à déconstruire, à combattre. Ces esprits-là, c'est à combattre. Bien sûr, c'est très important. En tout cas, merci à vous. Je pense que ce sujet, c'est un sujet très important. Il fallait absolument qu'on en parle parce qu'on rencontre de ce genre de problèmes dans plusieurs couples et il faudrait que les femmes, soient vraiment respectueuses, peu importe leur position financière. Genre, même à l'église, on l'enseigne. Dans nos traditions, on l'enseigne. Nos parents nous l'ont inculqué. Du coup, c'est très important pour la femme de se soumettre à son homme, pas parce qu'aujourd'hui l'homme a chuté ou pas parce que l'homme n'a pas les moyens qu'elle autre est là. On est là, à deux, on chemine et généralement, telle personne apporte son idée, l'autre aussi apporte son idée. Tout le monde a sa et richesse vous malaxez les deux.
vous savez comment polir ça pour rendre beau, pour que voilà, votre couple puisse tenir. Mais quand l'ego va venir, mais quand arrivé à un certain moment, la femme va se dire, ben c'est moi qui fais les dépenses, je suis fatiguée, c'est moi qui c'est moi qui prends automatiquement les décisions dans la maison. Ça ne peut jamais fonctionner. N'oubliez pas que à la base, oui, on a l'habitude de le dire que c'est l'homme qui est le responsable, c'est l'homme qui prend soin de la maison. Mais arrivé à un certain moment, disons-nous la vérité, toi la femme qui travaille, toi, ton homme aussi travaille, ton argent là, ça sert à quoi finalement si tu ne peux pas prendre cet argent là pour contribuer aux charges de la maison? Finalement, tu peux travailler pourquoi? Parce que tu ne peux pas te dire que je m'entretiens, je prends soin de moi. Parce qu'il y en a qui sont tellement peines que même s'occuper de leurs enfants, c'est un problème. On met toutes les charges sur la tête de l'homme, sachant pertinemment que l'homme là, il n'a pas les moyens nécessaires pour pouvoir prendre toutes ces charges-là à cœur. Du coup, les femmes, arrivées à un moment là, on ne vous demande pas de vous coucher à terre pour que les hommes vous marchent dessus. Mais on vous demande de respecter vos hommes, de faire en sorte que l'homme là puisse également vous rendre ce respect. Parce qu'une femme dans le couple qui commence par prendre certaines décisions, c'est une femme d'impact. C'est une femme quand elle prononce une phrase, quand elle sort une phrase automatiquement, l'homme sait que wesh, j'ai quelqu'un à mes côtés. Et on chemine ensemble. Alors, tu ne peux pas te dire qu'aujourd'hui, je gagne plus que mon mari et puis ne pas te soumettre à ton mari. Je suis désolée. Si c'est ce que vous attendez à ce que moi je dis sur ce plateau, vous avez menti. Je ne peux jamais dire ça. Au grand jamais. Et c'est l'occasion pour nous d'inciter les jeunes mères. Éduquez bien vos filles. Éduquez bien vos filles. Et aussi les hommes. C'est vrai que l'ego dérange des fois. C'est vrai que quand vous êtes dans ce genre de situation où c'est la femme qui dépense le plus, votre ego est touché, vous ne vous sentez pas bien. Mais dites-vous, comme Jacques l'a dit, c'est quelque chose de normal. Quoi de plus normal? En fait, je n'ai pas d'argent, mon partenaire peut m'aider. C'est comme... C'est comme une équipe que vous formez. La situation peut être semblable. Ça peut se renverser aussi à tout moment. Bien sûr, et puis on dit l'union fait la force. Bien sûr. C'est des choses que vous pouvez camoufler dans votre couple. Personne ne saura dehors. Bien sûr. Personne ne saura dehors ce qui se passe réellement dans votre foyer. C'est une certaine complicité. Merci pour le mot. Et vous cheminez ensemble. Vous êtes des personnes qui ont une certaine vision. Vous êtes des personnes d'impact. Alors, s'il vous plaît, arrivé à un certain moment, arrêtons de suivre la société. Baptisons ce qui est bon pour nous-mêmes. Parce que si on veut suivre forcément la société, on n'ira jamais loin. La société, elle est là. Ce n'est pas la société qui vient payer ton loyer. Ce n'est pas la société qui vient te donner à manger. Du coup, si ta femme, elle a la possibilité de le faire, laisse-la faire. Et toi, la femme, quand tu le fais, continue de respecter ton mari parce que peut-être que ce que tu es en train de faire là peut ouvrir de très grandes portes à ton mari. Tu ne le sais pas. Sur ce, prenons soin de nous, prenons soin de nos couples, c'est très important. Et construisez le bien-être dans vos foyers. Sur ce, la publicité. Le 41e numéro de Dagan Magazine met à l'honneur une sportive de haut niveau au Togo, Dagan Elisabeth Adama, née à Fanou. La rubrique santé de ce nouveau numéro nous dit tout sur l'antavirus. Qu'est-ce que c'est? Ses symptômes et modes de transmission. Et la rubrique bien-être, quant à elle, nous parle du sommeil réparateur, les habitudes à adopter pour bien dormir. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. À l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier.
Rose Rayet, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples. Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera. Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous. Eh bien, la causerie continuait toujours en C'était off. chaud. Toujours en off. En tout cas, à vous qui venez de nous rejoindre, on dit merci à vous pour votre fidélité sans cesse renouvelée. À l'endroit de cette émission, nous allons poursuivre avec l'info du jour. Et aujourd'hui, nous allons rester également en RDC, voilà, comme hier. Et ce sera tout juste après le jingle. Willy, c'est bon? Oui, c'est bon, on peut aller. Chacun est devenu le comédien. Tout ça à cause de la causerie. Je vous avais dit non. Que moi j'attendais vivement la causerie. Vous savez commencé, moi je savais comment on allait finir. Je vous connais. Bon, on va y aller. On va donc en RDC pour parler des attaques contre les ambulances qui compliquent la lutte contre Ebola. La lutte contre l'épidémie Ebola en République démocratique du Congo est confrontée à un nouvel obstacle majeur, les attaques répétées visant les équipes de santé. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, alerte sur une recrudescence des violences contre les ambulances et le personnel engagé. Regardez ce reportage de nos confrères de Africa News. En République démocratique du Congo, la lutte contre l'épidémie d'Ebola se retrouve entravée par l'hostilité de certaines communautés. L'Organisation mondiale de la santé dénonce des attaques répétées contre les ambulances et le personnel médical qui ralentissent les opérations de secours. Hier, l'une de nos ambulances a été attaquée ici. Vous savez, l'une des ambulances de l'opération d'intervention a été attaquée ici à Bunia. Et nous sommes vraiment très souvent confrontés à ce genre de situation, à ces attaques contre les services de santé. Selon l'OMS, ces incidents se produisent presque chaque jour dans la région de Bunia. Entre méfiance, peur et deuil, les équipes de santé peinent à intervenir auprès des malades, comme l'explique le responsable de la riposte sur place. Presque tous les jours, nous sommes confrontés à des réactions de la part des communautés. Et encore une fois, ce sont des situations difficiles. Les gens ont des proches qui sont malades, qui sont en train de mourir. L'OMS appelle les communautés à protéger les soignants afin de garantir l'accès aux soins et de contenir la propagation du virus. Les autorités poursuivent leurs efforts pour rétablir la confiance et sécuriser les interventions sur le terrain. Voilà à l'instant le reportage de nos confrères de Africa News relatif donc à ces attaques contre les ambulances de l'autre côté en RDC Congo. On passe donc au mot doc du jour. C'est le 4e rendez-vous voilà, de cette émission de cette semaine. Depuis lundi, vous suiviez donc le thème, le portefeuille, les mots doc, cette web série là de Michel Gourou et toute sa team. Et juste après les mots doc, vous allez suivre le quiz naturellement qui vous permettra de pouvoir répondre, voilà, donner la bonne réponse à travers le numéro qui sera indiqué et vous donner le maximum de chances pour être tiré au sort demain dans cette émission. Pour l'heure, je vous propose de regarder les mots doc avec le thème le portefeuille. Bon, il faut passer ici demain, je vais voir ça.
Qui est sorti des toilettes? C'est pas toi qui es sorti des toilettes. Comment ça, moi? T'es malade, quoi. Mon ami, parlez vite, hein. Moi je n'ai pas le temps. Comment t'es vite, tu vas les toilettes? Yéli, c'est pas moi, aïe. Non, faut me parler comme ça, c'est pas ton camarade. Maintenant, toi, tu me demandes ça, c'est pourquoi? Faut pas fatiguer les gens, hein. C'est matin, pardon. Mon ami, on n'est pas camarades. Hein. Je vais vous dire ça aujourd'hui. On ne peut pas être camarade. Nous ne sommes pas on camarades. On ne peut pas être camarade. T'as porté habit vert, t'as porté habit bleu. Sans toilette ici, ta vie n'a pas de sens. Tu n'es personne ici. Je t'ai dit ça. Sans cadavre aussi, toi, ta vie n'a pas de sens. Vous chiez partout, vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Les gens, là. Vous parlez de quoi? La misérable. Vous êtes sur un sujet qui n'aide même pas la société à avancer. Ouais, Yéli, est-ce que toi-même tu n'as pas fait un tour là-bas? Parce que de toute façon, ton front là brille là. Il ressemble à quelqu'un qui allait se libérer. Hé, qu'est-ce qui te fait rire? Non, il sait pas. Il te gifler tout de suite. Et puis toi là, je ne suis pas ton camarade. Depuis que je suis dans cet hôpital là, je n'ai jamais mis pied dans vos toilettes. Jamais! Même pas un seul jour. N'importe quoi. Apprenez à respecter les gens. Mais de toute façon, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui a oublié son portefeuille là-bas. Donc c'est pourquoi j'ai demandé. Si, il n'y a pas de problème, je vais garder. Il n'y a pas de problème. Bon, ok, au revoir. Non, attends. Vous là, vous deux là. C'est là, vous travaillez? C'est la pause, non? Donc c'est là, vous deux de pause, c'est là. Foutez le camp! Exagère maintenant. L'homme n'est rien dit. Et aussi, il parle de pause. Je parlais de pause. De quelle pause vous parlez? D'accord, bien. Non, demandez bien. En fait, le portefeuille là, c'est mon portefeuille. Non, si, c'est mon portefeuille. Non, en fait, je viens de écoute-moi, tu parles trop. Écoute-moi. J'ai dit, c'est pas pour toi. C'est mon portefeuille. Oh, je viens de sortir de WC tout de suite même. Non. Non, donne-moi le plus. Oh, c'est pas pour toi. Je peux pas te donner. Demandez. C'est quoi ce débat là? Vous êtes toujours en train de discuter comme ça, comme des enfants. J'ai tout écouté, donne-lui son portefeuille. Docteur, c'est pas pour lui. C'est mon portefeuille. Oh, j'ai dit c'est pas pour toi. Docteur même dit que c'est mon portefeuille. Donne-le-moi. Regarde, j'ai mes pièces dedans, tous mes papiers sont dedans. Et puis j'ai mon argent dedans. Ça, je te préviens. Go. Le portefeuille t'appartient. C'est mon portefeuille. Demandez. Je viens des toilettes même comme ça. Donne-le. J'ai oublié le téléphone. Ça suffit, mais là je dis quand tu donnes le portefeuille, c'est quoi? Voilà. Oh. Voilà. C'est pas fini. On va faire, tu vas l'ouvrir. Voilà. Et puis on va tous vérifier ensemble si tes papiers, ton argent et tout ça. Non, mais docteur, ouvre le portefeuille. Devant vous. Go, ouvre. Aïe. Ça va être derrière nous. Il n'y a pas l'argent dedans? Oui, l'argent là. Tes papiers non plus. Non, mais demandez, j'avais l'argent dedans. Ça, c'est quoi ce document? C'est un papier. Non, ça, c'est un papier, c'est pas important. Demandez, où est mon argent là? Moi, je n'ai même pas touché à ça. De la manière que j'ai pris, c'est comme ça que je t'ai donné. Non, mais tu peux pas envoyer ça comme ça? Alors, j'ai un document ici qui dit que Monsieur Go, vous êtes convoqué demain au tribunal de première instance pour affaires vous concernant. Ouais. Non, c'est pas mon portefeuille. C'est pour toi. Non, c'est tiens. Yéli. Non, c'est pas. Convocation, ça là, tu vas aller répondre. Nous-mêmes, on va t'accompagner au tribunal demain. Ça là, moi-même, je vais tout faire pour qu'on te mette en prison. Parce que trop, c'est trop. Voleur. Tiens, c'est pour toi. C'est pas mon portefeuille. Moi, je suis un menteur. Bienvenue au quiz game du jour des mots d'encre. Les toilettes doivent être nettoyées. A. Seulement lorsqu'elles sont très sales. B. Une fois par mois. C. Une fois par an. D. Régulièrement. Envoyez votre réponse via WhatsApp sur le +228 70 18 43 43 et gagnez divers lots, des bons de consultation, un bilan de santé, une super enveloppe de 10 000 francs et plein d'autres surprises dans le fou rire avec Michel Gou. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses chaque vendredi dans votre émission Le Plateau du Bien-être. SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut.
Vous faites bien de toujours rester en notre compagnie. Vous êtes bien sûr dans l'émission Le Plateau du Bien-être sur la chaîne SOS Docteur TV. La chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Voilà le quiz qui est passé naturellement. Et rassurez-vous, on fait donc le nécessaire pour vous faire un retour par rapport donc à tous ceux-là qui ont déjà joué pour pouvoir recevoir vos prix. Ne vous inquiétez pas, participez massivement tout simplement. Et puis les prix vous seront donc remis. On poursuit donc cette émission avec Bien-être cette fois-ci, Marie-Esther. Tu nous parles de comment favoriser le bien-être des enfants. C'est la suite. La suite, bien, ah, d'accord, voilà, bien évidemment, c'est important. Puisque les vacances finissent, il faut donc renforcer ce côté-là. Tu es prête? Oui, c'est bon. C'est parti avec le jingle. Alors, c'est à toi. Merci William. Alors, nous avions eu à parler de quelques clés pour favoriser le bien-être des enfants. Aujourd'hui, nous allons continuer dans ce sens pour voir dans quelle mesure, en cette période de vacances, les enfants puissent passer de bons moments ensemble. Alors, il faut savoir que les enfants, en ce temps-là où ils sont à la maison, nous devons les rendre responsables. Quand nous parlons de les rendre responsables, c'est-à-dire leur donner des petites responsabilités. Vous savez, en chaque enfant, il y a quelque chose. Il y a un don, il y a un potentiel, il y a quelque chose. Donc, ces périodes de vacances sont ces périodes où nous devons, comment dire, positionner ces enfants devant certaines situations pour essayer de faire ressortir leurs responsabilités. Et quand nous parlons de responsabilité, nous pouvons, par exemple, leur chambre à coucher, par exemple, si souvent ce sont, comment on dit, les nounous ou bien les domestiques qui ont tendance à ranger et tout, pourquoi pas ne pas laisser l'enfant même s'adonner à cela? Parce que pendant les périodes scolaires, on se dit, il rentre fatigué, il n'a pas vraiment le temps pour faire sa chambre, son lit. Mais cette période de vacances, il a tout le temps. Donc, dès qu'il se réveille, on peut le montrer, commencer par le montrer comment faire son lit, comment faire ranger ses habits, et ces petits trucs en fait. Et aussi, pourquoi ne pas laisser cet enfant aller à la cuisine, fille comme garçon. C'est un très bon moment de laisser cet enfant-là être responsable. Préparer des petits trucs, par exemple, faire des omelettes, de la bouillie, des petits trucs en fait qui sont vraiment pratiques, qui vont rendre cet enfant-là vraiment responsable de certaines choses. Par exemple, on peut leur confier d'arroser peut-être le jardin, laver la voiture de papa, sortir la poubelle, voilà, aller au marché, des petits trucs. Mais cela ne va pas pour autant dire que, voilà, on va mettre toutes les charges sur l'enfant. Je pense qu'on a eu à parler de ce genre de thème ici, de ne pas rendre l'enfant esclave parce que il est en vacances, voilà. Donc, c'est juste, il faut équilibrer les choses, juste le rendre plus responsable à faire des petites tâches. Et quand nous parlons aussi des clés pour favoriser leur bien-être, il faut également aussi penser à nourrir leur curiosité. Et quand nous parlons de curiosité, il faut savoir, comment aider cet enfant-là à peut-être découvrir la nature, le mettre devant, par exemple, faire des sorties, faire découvrir un peu la ferme, par exemple, apprendre cet enfant à une nouvelle histoire, ou bien découvrir une nouvelle compétence et le mettre devant, une situation où ça va la pousser ou bien le pousser à plus réfléchir, être plus curieux ou bien se poser des questions. Comment on fait ceci, comment on fait cela? Ah papa, comment tu es arrivé à faire cela? Maman, ça là, et voilà. Donc c'est très, très, très important. On peut toutefois les apprendre à jouer et en même temps jouant, cet enfant est en train d'expérimenter de nouvelles choses qui sont très, très, très importantes. Il faut surtout aussi être attentif à leur bien-être émotionnel. C'est très, très important. Un enfant est capable de ressentir du stress, des inquiétudes, de l'ennui. Des fois, on n'est pas juste attentionné à nos enfants. On peut voir qu'un enfant qui est peut-être tout le temps, bruyant, mais après, on peut voir que cet enfant est triste. Mais pourquoi? Mais il faut vraiment que les parents, en ces périodes de vacances, puissent être réceptifs à leurs enfants, à leurs émotions et prendre soin de lui demander par exemple comment tu te sens, comment tu vas, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui te ferait plaisir en ces périodes de vacances, y a-t-il quelque chose qui te préoccupe, parce qu'il y a certaines choses que l'enfant peut vivre au cours de l'année scolaire, c'est le temps de passer
ce moment avec cet enfant-là pour qu'il puisse parler, s'exprimer vraiment de ce qu'il ressent et mieux se préparer pour la nouvelle rentrée scolaire et aussi maintenir quelques bonnes habitudes. Quand on parle de bonnes habitudes, manger bien équilibré, une bonne hydratation et les enfants ont tendance, parce qu'ils ne partent plus à l'école, à dormir très très tard. C'est ça, ce n'est pas du tout bien. Ils sont là, regarder la télévision à une heure donnée. Ça, c'est pas parce que je n'ai plus d'école, je n'ai plus, comment dire, cette discipline à aller à l'école. Non, il faut que cette discipline continue parce que tu ne peux pas rester tardivement dans la nuit jusqu'à 3h ou 4h, 5h du matin avant que cela va vraiment déranger quand l'école va recommencer. Donc, il faut veiller à ce que l'enfant ait un sommeil équilibré. Et pour finir, nous devons savoir que les vacances réussies permettent vraiment à l'enfant de se, comment dire, prédisposer pour la nouvelle rentrée qui arrive parce qu'elle a eu le temps de se reposer, de jouer, de bouger, de découvrir, de rire. Et là, automatiquement, il sera vraiment prêt pour démarrer une nouvelle rentrée. C'était pour vous aujourd'hui le bien-être, quelques clés pour favoriser le bien-être des enfants. En tout cas, rendez vos enfants responsables, éduquez-les bien, ne cessera jamais de le dire. C'est très important de le faire et quoi de mieux que de s'y donner, on sait, quelques semaines qui restent avant la rentrée scolaire. Merci beaucoup, Marie. Et nous allons virer vers la toute dernière rubrique de cette émission. Il s'agit de la chronique des savants en médecine. Et vous le savez, votre cœur bat 100 000 fois par jour. Et votre battement de cœur pousse 5 litres de sang dans votre corps. Mais qui a découvert comment ça marche vraiment? Comme Jacques, il est le génie sur ce plateau, il est venu aujourd'hui nous parler de celui-là. Alors, ce sera tout de suite après le jingle. William Harvey, la circulation sanguine. On en parle ce matin dans la chronique des savants en médecine. Ouais. Eh bien, Blandine, comme tu l'as si bien dit, imaginez donc un monde, ou encore imaginez, oui, un monde dans lequel l'on soigne le cœur sans savoir véritablement comment est-ce que le sang arrive à parvenir aux organes dans notre corps. Comment est-ce qu'on peut imaginer cela? On soigne le cœur, mais sans savoir comment le sang arrive à parvenir aux autres organes dans notre corps. Eh bien, c'est l'énigme qui planait dans le monde de la médecine jusqu'au XVIIe siècle. Et en soudain... La lumière fut... Justement. Et c'est là qu'intervient William Harvey qui vient mettre en lumière la façon dont le sang circule dans notre organisme, la façon dont le cœur pompe le sang vers les autres organes. Eh bien, on va d'abord s'intéresser à William Harvey, voilà, que nous voyons à l'écran. Il est né en Angleterre en 1578. Donc, il est médecin et anatomiste. Je vais faire cette précision, vous allez comprendre plus tard quand on va évoluer. Les anatomistes sont des gens qui maîtrisent parfaitement la médecine. Non seulement qui maîtrisent parfaitement la médecine, mais qui maîtrisent bien le corps de l'homme. Le corps humain, il maîtrise parfaitement. Vous allez voir le grand professeur James, à qui on a donné le nom à notre studio, professeur James. C'est un grand anatomiste. Et il est allé jusqu'à étudier le corps de la tête jusqu'à la cheville, dans toute son entièreté. Il a fait en France. Et je vous assure que c'est un monsieur qui maîtrise parfaitement l'architecture de l'être humain. Et ce qui a valu d'être tellement éminent dans ce qu'il fait, ça réussit très bien, même dans les soins, même quand on raconte même que quand il rentre en amphi, il prend sa main, il vous dessine tous les organes comme si c'était dessiné à la machine. Il maîtrise parfaitement. Donc, les anatomistes sont véritablement un atout. Et vous allez voir que les médecins ou encore les infirmiers, les sages-femmes qui maîtrisent un peu l'anatomie, pour vous faire même des injections, ils ne souffrent pas. Parce que pour toucher le veine, et pour trouver les veines plutôt, ils ont des procédés, ils savent comment faire jusqu'à trouver les veines, comment vous faire des soins sans véritablement de soucis. Et quand parfois
on cherche les veines, on ne trouve pas sur un enfant, on cherche, on ne sait pas comment faire. Quand ces personnes interviennent, je vous assure, ils savent comment faire, n'importe où ils vont arriver à vous trouver cela. Donc, c'était la petite parenthèse. Donc, on retourne avec l'image de William Harvey. Alors, donc c'était à une époque où les médecins s'appuient encore largement sur les théories de l'Antiquité. Donc, dans l'Antiquité, il y avait tellement de théories. Donc, c'est sur ces bases-là que les médecins fonctionnaient. Donc, ils décident de développer, d'observer plutôt le corps humain avec une approche nouvelle, expérimentée, mesurée et vérifiée. Maintenant, Harvey observe que le cœur fonctionne, d'accord, comme une pompe. Et ça, on l'a enseigné même au cours primaire. C'est cette machine-là qui fonctionne comme une pompe. Ça pompe, donc ça pompe vraiment. Et ces contractions propulsent le sang dans les artères. Est-ce que vous allez bientôt voir l'appareil circulatoire? Vous allez voir comment est-ce que ça fonctionne. Donc, il démontre également que le sang circule en circuit fermé. Voilà, tel que nous le voyons à l'écran. Voilà, il démontre que le sang fonctionne en circuit fermé et il part... L'appareil circulatoire. Exactement, ça c'est l'appareil circulatoire. Donc, il part du cœur vers les organes, puis revient vers le cœur, tel que nous voyons sur le schéma. Donc, ça part donc du cœur vers les organes et ça revient au cœur et ça fait un circuit fermé. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, il va se passer quelque chose en 1628. Il va se passer quoi? Il va publier son œuvre majeure, baptisée De motu cordis, d'accord? Dans lequel il expose ses travaux sur le mouvement du cœur et la circulation du sang. Maintenant, sa découverte va créer une révolution. Donc, sa découverte est révolutionnaire. Donc, elle permet de mieux comprendre le fonctionnement du système cardiovasculaire. Voilà, vous allez voir, voilà, d'autres images à l'écran. Le fonctionnement du système cardiovasculaire. Il pose même les bases de nombreuses avancées ultérieures en cardiologie et en médecine moderne. Donc, Harvey ne pouvait pas observer les capillaires. Il faut faire cette précision-là. Il ne pouvait pas observer les capillaires. Donc, c'était des minuscules vaisseaux. Voilà, on peut donc voir cela à l'écran. Donc, ce sont de minuscules vaisseaux. Surtout quand on reprend l'appareil circulatoire, vous allez voir des capillaires là-bas. Capillaires sanguins, ventricule gauche, ventricule droite, oreille gauche, oreille droite, voilà. Donc, ce sont de minuscules vaisseaux qui relient les artères aux veines, voilà. Et ils seront décrits quelques années plus tard. Grâce au microscope. Donc, c'est au microscope qu'on permettra de voir, de découvrir, de mieux voir le travail des capillaires sanguins, grâce au travail de Marcello Malpighi, donc qui va permettre, grâce au microscope, il viendra donc poursuivre cette œuvre-là. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons cette avancée-là et même les cardiologues, cela leur a été serviable. Donc, William Harvey est le médecin qui a démontré que le sang circule continuellement dans un circuit fermé propulsé par le cœur. Donc, son histoire nous rappelle une chose essentielle en médecine. Une observation peut parfois changer toute notre compréhension du corps humain. Et William Harvey, un savant, une découverte et une révolution dans la connaissance du corps humain. C'est ça la découverte du jour. Moi, j'ai tout simplement envie de dire, vous qui êtes à la maison, qui nous suivez, nous-mêmes qui sommes sur ce plateau, à chaque fois que nous sentons nos cœurs battre, pensons tout simplement à William Harvey. Parce que... Ah oui. Justement. Voilà. William Kessina. Pas Kessina. William Harvey. Et s'il faut conclure, si le cœur est ce moteur essentiel qui nous maintient en vie, nous devons toute notre existence au cœur. Et si nous devons toute notre existence au cœur, il faudrait qu'on prenne soin de notre cœur. Prendre soin de son cœur, c'est prendre soin de sa vie. Merci Jacques. Intéressant. Oh, Très belle conclusion. Je n'ai même plus envie de finir l'émission. Qu'est-ce qu'on en sait? Mais c'est une bonne chose. Ouais, c'est une bonne chose. J'ai envie qu'on continue la rubrique. Oui, non, mais... C'est vraiment vrai. Le cœur, c'est très très important. Même dans les scènes d'écriture, dans la Bible, c'est écrit de garder nos cœurs. De là provient les sources de vie. C'est très très important. N'est-ce pas? Merci beaucoup, Jacques. Un plaisir. À jeudi pour une nouvelle découverte. Bien évidemment. Ça nous fait plaisir. Alors, Willy, on est arrivé, on est arrivé à la fin de cette émission de ce matin. On remercie tous ceux-là qui nous ont suivis, donc qui nous ont hébergés chez eux durant 1 heure de temps. On espère qu'ils ont pu donc profiter de ce moment exceptionnel, surtout avec les nouvelles découvertes, les informations qui vont avec. Merci beaucoup, Marie-Esther. Merci, William.
Merci Jacques, qui ressuscite encore William Harvey aujourd'hui. Exactement, je ressuscite William Harvey. Tu me rappelles les professeurs de SVT. Voilà. Il y en a qui maîtrisent tellement leur cours et quand ils le font, franchement, vous êtes tellement imprégnés. Voilà. Le cœur. Merci Blondine. Non, c'est moi. Avec plaisir. Merci à nos chers téléspectateurs. Elle est très émue avec l'affaire de William Harvey. En fait, le cœur, c'est un organe particulier pour moi. Ceux qui me connaissent le savent. Ah, d'accord. Et il n'y a que nous les Williams qui puissent donc découvrir cela. Ah ben voilà. C'est pas les questions. Ah ben voilà. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est William. Allez, merci à toute l'équipe de la réalisation. Merci à vous, chers téléspectateurs. Le rendez-vous, c'est demain à partir de 10h30. Portez-vous bien. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.